Aujourd'hui, nous allons explorer une affaire qui va vous marquer longtemps après, fait à la fin de cette vidéo. Absolument troublant. Une pièce verrouillée, un décès mystérieux, des substances illégales, de la paranoïa et un petit ami qui en sait peut-être plus qu'il ne le laisse paraître. Cette histoire nous emmène en Thaïlande, plus précisément dans un endroit appelé Pattaya. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu parler de Pattaya, laissez-moi vous dresser le tableau. Ce n'est pas votre carte postale typique de paradis tropical de Thaïlande. Pattaya a une réputation, on l'appelle la ville du péché pour une raison. C'est à environ 2 heures au sud-est de Bangkok, juste sur la côte, et c'est devenu un aimant pour les touristes internationaux à la recherche disons simplement que c'est connu pour sa vie nocturne et ses divertissements pour adultes. Le genre d'endroit où les gens vont pour disparaître un moment, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est dans ce décor, dans un immeuble de luxe de 7 étages, que notre histoire se déroule. Une histoire à propos d'une femme de 28 ans nommée Primani, même si tout le monde l'appelait Namphan. C'était un mannequin originaire du Laos qui avait fait de Pattaya sa maison. Et le 8 août 2024, elle a été retrouvée sans vie dans son appartement verrouillé, dans des circonstances qui ne sont toujours pas très claires. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter les dernières de 24 heures de la vie de Namphan et l'histoire de l'homme qui dit l'avoir aimé, mais qui pourrait bien avoir été la dernière personne à l'avoir vue vivante. Il est un peu plus de 2 heures de l'après-midi lors de ce qui aurait dû être une journée ordinaire à Pattaya. Une femme nommée Nong, et ce n'est pas son vrai nom, elle demande à la police de garder son identité secrète, reçoit un appel téléphonique qui va tout changer. À l'autre bout du fil, la sœur aînée de Namphan, et elle est morte d'inquiétude. Vous voyez, elle n'a pas réussi à joindre sa petite sœur de toute la journée. Chaque appel tombe directement sur la messagerie, les messages restent là, non lus. Vous connaissez ce sentiment quand quelqu'un qui répond d'habitude tout de suite devient soudainement complètement silencieux. Ouais, c'est exactement ce qui se passait ici. Namphan vivait seule dans un appartement d'une chambre au 5e étage de cet immeuble de standing. Bel endroit, le genre d'immeuble avec sécurité et une gestion appropriée. Alors, quand sa sœur n'a pas réussi à la joindre, elle a fait ce que ferait n'importe quel membre inquiet de la famille. Elle a demandé à Nong, qui était une amie proche, de passer chez Namphan pour prendre de ses nouvelles, juste pour s'assurer que tout allait bien. Mais lorsque Nong est arrivée à l'immeuble, elle n'était pas la seule à être inquiète. Devant la porte de l'appartement de Namphan se tenait quelqu'un d'autre, un homme chinois de 42 ans nommé Changzi. C'était le petit ami de Namphan depuis 3 ans, et il avait l'air agité, anxieux, avec cette nervosité qu'on ressent quand quelque chose ne va vraiment pas. La porte était verrouillée, Chang n'avait pas de clé, non plus. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon Chang, Namphan l'avait mis dehors la veille au soir et il n'avait pas pu rentrer depuis. Alors, que faites-vous quand vous ne pouvez pas joindre quelqu'un et qu'il est enfermé dans son appartement? Eh bien, Nong a fait ce qu'il fallait. Elle est allée demander de l'aide à la gestion de l'immeuble. Ils ont appelé un serrurier. Un professionnel est monté avec ses outils et a dû percer la serrure pour l'ouvrir. Ce n'était pas une porte fragile qu'on pouvait simplement enfoncer avec l'épaule. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre brusquement. Charge est entré le premier et en l'espace de 10 à 15 secondes, il est ressorti en courant, tremblant, paniqué, le visage complètement blême. « Elle n'est plus là », a-t-il dit, puis il est parti. Il est simplement parti. Nong a appelé la police. Il était alors environ 18 heures. Quand ils sont arrivés, Chang était déjà parti. Ce que la police a découvert dans ce condo était le genre de scène qui marque les enquêteurs pendant des années. Namphan, de son nom complet Primani, bien que tout le monde la connaissait par son surnom, était allongée sur le dos sur le sol de la salle de bain. Elle portait un short bordeaux et un t-shirt noir entouré d'une flaque de taches rouges qui avait déjà commencé à sécher. La blessure à son cou était profonde, délibérée et mortelle, suffisamment nette pour trancher directement sa trachée. Ce n'était pas une blessure hésitante ou superficielle, c'était grave. Dans sa main droite, elle serrait un grand couteau de cuisine. Mais voici ce qui a immédiatement attiré l'attention de l'enquêteur. Il y avait une deuxième lame, un petit couteau à fruits d'environ 15 cm, posé dans le lavabo de la salle de bain. 2 couteaux. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de 2 couteaux? Le médecin légiste a estimé qu'elle était décédée depuis environ 12 heures, ce qui placerait l'heure de son décès vers 2 heures du matin, soit presque une demi-journée avant que son corps ne soit découvert.
Maintenant, si c'était simplement un cas évident d'automutilation, on s'attendrait à ce que la scène soit, évidente. Mais rien dans cette scène n'était simple. Juste à l'extérieur de la salle de bain, menant loin du corps de Namfan, il y avait des empreintes rouges, de grandes empreintes, de taille masculine. Elles ne correspondaient certainement pas aux pieds de Namfan, et elles s'éloignaient de la scène, pas vers elle. L'appartement lui-même racontait sa propre histoire. Il y avait un chat dans la pièce, indemne, qui tournait nerveusement en rond comme les chats le font quand quelque chose ne va pas. Aucun signe d'effraction nulle part, aucune fenêtre brisée, aucune serrure endommagée. Eh bien, à part celle que le serrurier a dû percer. Et cette porte-là, elle avait été verrouillée de l'intérieur. Mais peut-être que le détail le plus révélateur était ce que la police a trouvé d'autre éparpillé dans la pièce. Des substances en poudre blanche. Beaucoup d'entre elles, de petits sachets dont le contenu allait s'avérer très important pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Une femme retrouvée sans vie, un couteau à la main. Un deuxième couteau à proximité. Des empreintes rouges trop grandes pour être les siennes. Et suffisamment de substances illégales dans la pièce pour suggérer que ce n'était pas quelqu'un qui passait une soirée tranquille chez lui. Et un homme, Shangzi, le petit ami, qui avait été le premier à entrer, affirmait avoir trouvé le corps, puis s'être enfui sans appeler à l'aide. Avec la scène sécurisée et les premières preuves documentées, la police devait déjà faire face à ce qui devenait une affaire médiatique. Le colonel de police Tao Wikutang, le chef du poste de police de Nongpru, a tenu une conférence de presse et on pouvait voir qu'il choisissait ses mots avec beaucoup de prudence. « Nous ne pouvons pas encore déterminer, a-t-il déclaré, s'il s'agit d'un acte criminel ou d'une automutilation. L'équipe médico-légale est encore en train de collecter et d'examiner les preuves. Aucune hypothèse n'est écartée. En d'autres termes, cela signifie que la police n'a aucune idée de ce qui s'est passé ici, mais qu'ils ne vont pas spéculer devant les caméras. Et honnêtement, on peut comprendre pourquoi. Cette affaire avait toutes les caractéristiques d'une personne qui met fin à ses jours. Pièces verrouillées, couteau à la main. Antécédent de consommation de substances, mais il y avait aussi des éléments qui ne correspondaient pas à ce récit. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à récupérer les images de vidéosurveillance de l'immeuble et des environs. Dans un endroit comme Pattaya, surtout dans ces immeubles haut de gamme, il y a des caméras partout. Si quelqu'un était entré ou sorti, il y aurait une trace. Pendant ce temps, ils avaient une personne très évidente à retrouver. Shangzi, l'homme qui avait trouvé le corps, puis avait disparu. Et voici ce qui l'a rendu encore plus intéressant pour la police. Il vivait illégalement en Thaïlande. Son visa avait expiré il y a 4 ans. 4 ans. Ce n'était pas quelqu'un qui avait dépassé la durée de son séjour de quelques semaines ou mois. C'était quelqu'un qui était complètement passé sous le radar pendant des années. Ce détail à lui seul suffisait à le détenir en vertu de la loi sur l'immigration, ce qui donnerait à la police tout le temps nécessaire pour approfondir son histoire et sa relation avec Namfan. Mais une chose était déjà claire pour les enquêteurs. Jusqu'à ce que la police scientifique puisse confirmer les motifs des taches rouges, analyser l'angle des armes et reconstituer la chronologie exacte, tout le monde était suspect, même la personne qui avait appelé à l'aide. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour retrouver Chang Z. Dès le lendemain, le 9 août, ils l'ont trouvé encore à Pattaya. Il n'avait pas quitté le pays, ni même la ville. Il était simplement là, secoué, anxieux, et manifestement paranoïaque à propos de ce qui allait arriver ensuite. Lorsque les détectives l'ont amené pour l'interroger, Chang a accepté de parler. Et tout de suite, ils lui ont fait passer un test de dépistage de substances. Procédure standard dans une affaire comme celle-ci, surtout avec tous ces matériaux illégaux retrouvés sur les lieux. Voici l'histoire de Chang. Il était en couple avec Namfan depuis près de 3 ans. Pas parfaite, il l'a admis, mais rien qui aurait pu mener à ça. Il ne s'était pas disputé à propos de quelque chose d'important récemment. Pas de grosses disputes, pas de menaces, rien qui aurait pu laisser penser que la violence était imminente. Mais ensuite, il leur a parlé de la nuit du 7 août, et son histoire devient vraiment intéressante. Selon Chang, il dormait dans la chambre vers 19h quand Namfan est rentrée à la maison. Et elle n'était pas seulement ivre, elle était complètement ailleurs, paranoïaque, terrifiée, parlant de choses qui n'existaient pas. Elle n'arrêtait pas de crier à propos d'un fantôme qui la suivait, disant qu'il venait pour l'éliminer. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ça un instant. Nous parlons d'une femme de 28 ans complètement convaincue que des forces surnaturelles la traquent. Ce n'est pas un comportement normal dû à l'ivresse. C'est tout à fait autre chose.
Ensuite, d'après Chang, elle s'est retournée contre lui, a commencé à crier, à le bousculer, puis l'a physiquement forcé à sortir de l'appartement. Elle a verrouillé la porte derrière lui et a refusé de le laisser entrer à nouveau, peu importe combien il a frappé ou essayé de la raisonner. Chang a affirmé qu'il avait finalement abandonné et était allé passer la nuit chez un ami. Il a dit qu'il était revenu le lendemain, mais la porte était toujours verrouillée et Nam-fan ne répondait pas. C'est à ce moment-là qu'il a contacté Nong pour l'aider à trouver quoi faire. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé pourquoi il s'était enfui après avoir trouvé le corps, Chang a expliqué qu'il avait eu peur. Peur de la police, peur des autorités de l'immigration. Rappelez-vous, il vivait illégalement en Thaïlande depuis 4 ans et il avait peur d'être accusé de quelque chose qu'il jurait ne pas avoir fait. Mais voici le problème avec l'histoire de Chang. Les preuves ne correspondaient pas exactement. Ces empreintes rouges près de la salle de bain étaient de plus grandes que les pieds de Nam-fan. Et bien que Chang ait affirmé qu'il n'était jamais retourné dans l'appartement après en avoir été expulsé, quelqu'un avec des pieds plus grands était clairement allé dans cette salle de bain. Lorsqu'on l'a confronté à cela, Chang a eu une explication. Il a dit qu'il avait dû marcher dans les preuves lorsqu'il était entré pour la première fois et avait découvert le corps. Possible? Bien sûr, pratique? Absolument. La police n'était pas prête à procéder à une arrestation. Il n'avait pas assez de preuves, mais il n'était pas non plus prêt à laisser Chang partir. Alors, ils l'ont inculpé pour dépassement de visa, ce qui signifiait qu'ils pouvaient le détenir pendant qu'ils poursuivaient leur enquête. Mais la vraie question restait. Chang disait-il la vérité sur le fait d'avoir été enfermé dehors toute la nuit ou y avait-il autre chose dans son histoire? Pour répondre à cette question, les enquêteurs se sont tournés vers le seul témoin qui ne ment jamais, les caméras de sécurité. Si l'histoire de Chang était vraie, les caméras le prouveraient. S'il mentait, eh bien, elles le prouveraient aussi. Laissez-moi vous expliquer ce que ces caméras ont enregistré dans la nuit du 7 août, car cette chronologie est essentielle pour comprendre ce qui s'est réellement passé. 19h17. Les caméras montrent de Nam-fan rentrant dans son appartement au 5e étage. Elle est seule et elle semble être en état d'ébriété, exactement comme l'a décrit Chang. 19h18. Une minute plus tard, vous pouvez voir Chang être poussé hors de la porte de l'appartement. Il porte des chaussons et il est évident que ce n'est pas une décision calme et mutuelle. Nam-fan le force physiquement à sortir. À 19h19, Nam-fan sort à nouveau de l'appartement, poussant toujours Chang. On peut les voir se disputer dans le couloir. Nam-fan lui fait signe de partir et son langage corporel est agressif, agité. Jusqu'à présent, l'histoire de Chang tient la route. Mais ce qui se passe ensuite devient vraiment étrange. À 19h23, après que Chang soit parti, Nam-fan sort à nouveau de son appartement et c'est là qu'on peut voir à quel point elle était vraiment perturbée. Elle marmonne toute seule, parle à quelqu'un qui n'est pas là. Puis, elle fait quelque chose qui est absolument glaçant à regarder. Elle met ses mains autour de son propre cou, l'air mal à l'aise, comme si quelqu'un était en train de l'étrangler. Mais il n'y a personne, 20h05. Environ 40 minutes plus tard, Nam-fan sort à nouveau de son appartement, cette fois avec son sac à main et son téléphone. Mais voici la partie étrange. Elle semble complètement différente. Heureuse, presque euphorique. Elle danse dans le couloir et on dirait qu'elle serre quelque chose dans ses bras et danse avec. Mais encore une fois, il n'y a rien là. Elle danse avec l'air. 20h12, Nam-fan retourne dans son appartement et ferme la porte derrière elle. Maintenant, c'est ici que l'histoire de Chang est de mise à l'épreuve. Selon lui, il est revenu plus tard dans la nuit pour essayer de rentrer. Et les caméras le confirment. À 21h09, la vidéosurveillance montre Chang marchant en direction de l'appartement. On peut le voir frapper à la porte, essayant de convaincre Nam-fan de le laisser entrer, mais personne ne répond. Les caméras montrent clairement qu'il n'entre jamais à l'intérieur. 9h13 du soir. Chang prend l'ascenseur pour descendre et quitte le bâtiment. Et c'est tout. Les caméras ne montrent personne d'autre entrant ou sortant de l'appartement de Nam-fan après ce moment-là. L'histoire de Chang à propos d'avoir été enfermé dehors, la vidéosurveillance le confirme complètement.
Les substances en poudre blanche retrouvées dispersées dans la pièce ont été confirmées comme étant de la méthamphétamine et de la kétamine. Et ce n'était pas en petite quantité non plus. Namphan était un consommateur régulier de substances illégales. Ce n'était pas quelqu'un qui expérimentait ou qui passait une mauvaise soirée. C'était quelqu'un qui utilisait ces substances régulièrement. Maintenant, si vous connaissez un peu la méthamphétamine et la kétamine, vous savez qu'elles peuvent provoquer des effets psychologiques graves. Paranoïa, hallucinations, ruptures complètes avec la réalité. L'équipe médico-légale a également analysé les 2 couteaux retrouvés sur les lieux. Le grand couteau de cuisine qui se trouvait dans la main de Namphan et le petit couteau à fruits dans l'évier. Les résultats, seules les empreintes digitales de Namphan ont été retrouvées sur les 2 armes. Personne d'autre n'avait touché ces couteaux. Combiné aux preuves de vidéosurveillance montrant que Chang n'est jamais rentré dans l'appartement après avoir été poussé dehors et au fait que la porte était verrouillée de l'intérieur, la conclusion de la police, il pensait que Namphan avait des hallucinations dues à la consommation de substances et s'était infligé des blessures mortelles. La paranoïa, les discussions sur les fantômes, le comportement erratique filmé par la caméra. Tout concordait. Ensuite, il y a le comportement de Chang. Découvrir que ta petite amie a disparu et s'enfuir sans appeler la police? Je comprends qu'il était inquiet pour sa situation de visa, mais on parle de quelqu'un avec qui il était depuis 3 ans. Quelqu'un qu'il était censé aimer. Et sa première pensée, c'est de se protéger lui-même plutôt que de chercher de l'aide pour elle. Et parlons du timing. Chang affirme qu'il a été enfermé dehors toute la nuit, ce que les caméras confirment. Mais l'heure estimée du décès était aux alentours de 2 heures du matin. C'est environ 5 heures après que Chang ait été vu pour la dernière fois quittant le bâtiment. 5 heures, c'est long pour quelqu'un en état psychotique induit par des substances, seul avec ses pensées et ses peurs. Voilà autre chose qui me paraît étrange. Pourquoi 2 couteaux? Si quelqu'un est en état psychotique et décide de se faire du mal, pourquoi aurait-il besoin d'une arme de secours? Le petit couteau à fruits dans l'évier, à quoi servait-il? Et enfin, il y a la question de Chang lui-même. Un homme de 42 ans qui vivait illégalement en Thaïlande depuis 4 ans, en couple avec une femme beaucoup plus jeune ayant un grave problème de dépendance. Quelle était vraiment cette dynamique? Était-elle aussi stable et aimante qu'il le prétendait? Ou bien se passait-il autre chose sous la surface? Écoutez, je ne dis pas que Chang a éliminé Namphan, les preuves ne soutiennent pas cette conclusion, mais je dis que cette affaire comporte suffisamment de questions sans réponse pour vous faire vous demander si nous avons toute l'histoire.